Well, you know, these people are pros. They know what they're doing. They take their time. They get the job done. Ça, si vous... Peut-être c'est plus de l'anglais américain, peut-être que de l'anglais britannique, j'en sais rien, mais donc moi, ma référence, c'est plutôt l'anglais nord-américain. Mais dès qu'ils disent « These people are pros », le public commence à rire. C'est des rires enregistrés, mais pas pré-enregistrés. Ils ont du public qui réagit. « These people are pros ». On sait qu'on commence une histoire, un texte. « They know what they are doing, they take their time ». Et là, c'est là qu'il fait « They get the job done ». Donc il y a cette prosodie aussi. Si vous cherchez sur le web, avec des variantes, vous trouverez plein d'occurrences de ce truc. Et c'est un truc, c'est très américain, parce que c'est l'idée de « to fix it yeah? ». To be a pro, to know how to do your job and to fix the thing. C'est très, très dans la culture même. Plus américaine même que canadienne, par exemple. Donc il y a toujours cette idée « we'll fix it ok ?» et « we know our job ». Et donc il y a ce truc, quand, je sais pas, on a fait venir un plombier et tout, et puis on a été impressionné par ce qu'ont fait les plombiers, on dit « wow, these people are pros, they know what they are doing and they get the job done ». Et c'est un cliché linguistique, c'est sûr. Donc comme c'est tout un texte, il peut y avoir des variantes. C'est quand même intéressant de voir. Et donc, à la limite, quand quelqu'un commence à dire ça, il peut presque arrêter. On sait ce qu'il dit après, en un sens. Okay, donc ça, c'est un truc très marrant. On voit des variantes, souvent des variantes humoristiques de ça. J'en ai trouvé une où c'est un parent qui se plaint du comportement des enfants et tout. Et il va dire que « they are pros at pissing you off, you know, at pushing your buttons ». Donc, they are pros, they know what they're doing, they take their time, and they get the job done. But it's the job of, you know, making you mad. Donc, ça s'exploite pas mal. Alors, je ne sais pas si c'était à l'époque, parce que c'est vieux quand même, c'était un peu neuf d'exploiter ce cliché linguistique. Donc, il y a une grande palette de clichés linguistiques. Franchement, j'en connais pas beaucoup. Bon, dans les choses rituelles, comme les cérémonies, justement, alors, il y a un texte qu'on dit, et dans les cérémonies religieuses et tout, et puis, donc c'est des clichés linguistiques, parce qu'en théorie, ça dit ce que ça veut dire, mais on le dit, et ça veut dire... bon, je ne sais pas, une vraie culture chrétienne ou catholique, mais... par exemple, ça se disait en latin, avec la messe en latin, je sais, c'est que pour dire, comme on dit, la séance est levée à la fin d'une séance. On lève la séance, quelqu'un dit la séance est levée, donc ça veut dire c'est performatif en même temps, et c'est un cliché linguistique, parce que ça veut dire la séance est levée, et c'est performatif, il faut le dire pour que la séance soit terminée. Et à la messe en latin, parce que je connaissais dans des poèmes, dans des textes ou dans des blagues qu'on fait, et un peu comme CQFD, c'est passé dans la langue de tous les jours, c'était ite missa est. C'est la messe, c'est comme... C'était la messe, c'est la messe, je ne saurais pas très bien le traduire littéralement, et c'est ce qu'on dit à la fin de la messe catholique pour dire c'est fini. Et en fait, littéralement, quand on le dit en français, c'est la messe est dite. Et vous savez que c'est une locution du français maintenant. Quand on dit « oh, la messe est dite », ça veut dire il y avait un truc, on ne savait pas comment ça allait finir, etc. Mais maintenant, c'est clair. Donc, soit c'est foutu, c'est plutôt pour un dénouement négatif. Et on va dire « bon, la messe est dite ». C'est plus la peine de discuter de tout ça et tout, c'est fait. Donc, c'est devenu, dans la version française, une locution, mais c'était un cliché linguistique. Et certains de ces clichés sont en même temps, vous avez déjà entendu parler de la notion d'acte performatif ou d'énoncé performatif. Donc c'est des énoncés qu'on dit pour accomplir la chose, comme « je vous prononce mari et femme ». Okay, c'est un cliché linguistique et il est performatif parce que c'est comme ça qu'en fait, on fait que les deux personnes deviennent mari et femme. Donc c'est très riche, il y a toutes sortes de choses, on peut passer sa vie, sa carrière, etc., à récolter les clichés linguistiques, à les classifier
Oui. La messagité toujours pour quelque chose qui ne s'est pas très bien passé. C'est négatif. La messe est dite. Ouais, pour un truc. Ça peut être aussi un peu de notre genre. De toute manière, on n'y peut plus rien. Oui, mais on n'y peut plus rien. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu qu'on fasse quelque chose pour que ce soit pas comme ça. Donc c'est plutôt l'idée que, justement, il n'y a plus rien à faire. Mais pourquoi vouloir faire quelque chose si on est content de ce qui va arriver? Donc ça présuppose que ce qui va arriver, c'est pas ce qu'on aurait vraiment souhaité ou ce qu'il aurait fallu être. C'est pas parce que si on pense en it's done and dusted en anglais. Ça Oh. marche pas parce que done and dusted n'est pas forcément négatif. Non. Et tout simplement c'est fini. Mais ça, ce sera plutôt négatif. Donc par exemple, je sais pas, on essaye de mettre en place la mission Guyane et tout, et puis finalement, on a réussi. C'était pas possible de dire, la messe est dite. C'est bizarre, parce qu'on a réussi, mais par contre, si ça devenait clair que ça marcherait pas, on dirait, la messe est dite. Donc par exemple, si M. Pellier était très très mécontent de tout ce qui s'est passé, on aurait dit à 12h aujourd'hui, là, la messe est dite. Oui, mais ça veut dire, c'est si ça a une conséquence. Et il y avait ce problème de quelle conséquence ça a. Ah bon? Oui, parce qu'il faut, ça débouche sur quelque chose. C'est la messe est dite vis-à-vis de ce qui maintenant va arriver. Donc, par exemple, vous aviez besoin que je sois très content pour que, du coup, je sais pas, je fasse tel genre de choses, j'écrive une belle lettre de recommandation et tout. Donc, vous attendiez cette lettre, c'était super important. Et puis, clairement, je ne suis pas heureux et tout. Vous dites, la messe est dite, c'est clair qu'il va nous faire une lettre pourrie. Mais sémantiquement, c'est compliqué. Okay, c'est pour ça, c'est une locution. Il y a des présupposés, au sens strict d'une présupposée d'un énoncé, donc un truc qui résiste à la négation. Mais en plus, de toute façon, on ne peut pas nier, on ne peut pas dire la messe n'est pas dite. Pour dire, non, mais ça se pourrait, mais pour dire il y a encore de l'espoir, là, cette locution ne se nie pas. Donc non, c'est très, très compliqué, c'est très riche. Oui, il y avait une question? Non, j'ai mal interprété un geste. Non, on est juste en train de discuter pour voir comment les clichés religieux se généralisent. Oui, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Comme quand même, en anglais, RIP, Rest in Peace, évidemment, ça vient ça. Dans les sociétés religieuses où il y a surtout une religion dominante, par exemple, donc par exemple la société française était majoritairement catholique pendant des années, et donc le vocabulaire, les expressions liées au catholicisme sont passées dans la langue de tous les jours, avec des acceptions évidemment aussi métaphoriques. Donc souvent on ne sait pas... il y a le fameux cas du Québécois, qui était donc une société très, très, très catholique. Et évidemment, les jurons étaient basés sur le catholicisme, ou sont toujours basés sur le catholicisme. Alors qu'en français, c'est vieux, c'est obsolète, parce que comme la société est plus vraiment catholique religieuse, il n'y a pas de transgression quand on utilise un terme religieux. Donc c'est sexuel en général, mais pas religieux. Alors qu'au Québec, tous les jurons... ciboire, tabarnak, corliss, tout ça, c'est juste d'énoncer des termes même d'artefacts de catholiques. Et donc d'ailleurs c'est très marrant, parce que quand les Français veulent imiter le sacre québécois, par exemple, ils vont dire tabernacle, mais on ne dit pas tabernacle, on dit tabarnak. Tabernacle, ça ne se dit pas, donc c'est comme un... Donc oui, ça s'il y a une dominance religieuse donnée dans une culture avec une langue associée, évidemment. Parce que aussi, c'est pour les unités lexicales, mais pour les expressions, à cause du rituel, ça fait partie de la langue. C'est une langue technique, en fait. Le langage religieux, c'est un langage spécialisé. Donc je dis technique, mais c'est spécialisé. Donc c'est de la terminologie. Autel... d'une église, tout ça, c'est du langage spécialisé. Plein de gens connaissent le nom, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est l'autel, par exemple.
Est-ce que c'est cette espèce de table ou c'est tout ce qu'il y a autour aussi? Et puis, bon, un tabernacle, je connais le terme, mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un tabernacle, en fait. Et il y en a beaucoup comme ça. Monsieur, Oui. quand j'étais en France, dans les magasins de vêtements, j'ai toujours entendu cette phrase « Qu'est-ce que ça donne ?» Qu'est-ce que ça donne, ouais. Oui, est-ce que c'est une locution parce qu'ici, donner, ce n'est pas le sens littéral? C'est un des sens du verbe donner. Par contre, bon, moi, je ne vais jamais dans les magasins. Enfin, je sais que j'ai horreur. En plus, il faut essayer des vêtements. Alors là, elle a vu ma réaction. J'ai failli mourir en essayant juste 2 pièces de vêtements. En fait, je ne savais pas qu'on disait ça dans les magasins en France. Mais c'est le verbe donner pour dire... non. Ça veut dire... bon, alors, comment est la situation? Oui, comment ça va? Oui, mais non. Non, C'est... la vendeuse. Oui, elle dit... Qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire... Alors, oui, mais parce que littéralement, ça veut dire qu'est-ce que ça donne comme résultat? Et donc... Oui... Oui, mais c'est un sens du verbe donner qui existe. Par exemple, je peux travailler avec Nabil, l'informaticien, on essaye de changer un truc dans le code et on peut dire, alors qu'est-ce que ça donne? Est-ce que maintenant le réseau s'affiche bien? Et c'est la même chose qu'ils disent, mais parce que il te fait essayer un vêtement, alors qu'est-ce que ça donne? Est-ce que avec cette taille-là, notamment, donc à mon avis d'ailleurs, c'est ça, il y a l'idée, est-ce que la taille va être bonne? Est-ce que ça a l'air bien sur toi? Est-ce que donc ça veut dire qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc ça se dit en français. Il y a, je sais même, mais dans plein de... Parce qu'en anglais aussi, moi j'ai l'impression qu'on a adopté ça dans les lieux de mode. Parce qu'en anglais aussi, on dit maintenant, oh, it's giving. Ah, ok. Et moi je crois parce que it's giving what? How do you use it? It's giving followed by an adjective. It's everywhere. It's giving diva, it's giving boho chic, it's giving It's giving something. There's But I feel a that giving, yeah. it's from France because Americans work with a lot of French. Ça te donne l'air. Because- But- But on a français ça. En anglais aussi. C'est ce que je dis. Oui, mais c'est pas... Oui, mais on peut dire, parce qu'on peut dire aussi, avec cette façon de faire, c'est un sens du verbe donner quand même, on peut dire avec cette façon de faire, ça donne que tu pourras prendre l'avion à 10 heures. Donc c'est le même, ça veut dire ça a pour résultat que. Et donc qu'est-ce que ça donne? Littéralement, c'est qu'est-ce que ça a comme résultat. Donc c'est un sens de donne, mais effectivement, donc c'est peut-être c'est un cliché linguistique dans les magasins de vêtements. Et parce que je ne savais pas qu'on disait ça, moi j'aurais pensé, elle dirait, alors ça va, mais peut-être donc on dit qu'est-ce que ça donne. Mais mon expérience est tellement réduite que je ne peux pas savoir. En québécois, se donner, il y a un paradigme lexical super beau que j'adore. Il y a le verbe adonner, qui est justement donner. Quelque chose adonne que, ou adonne en, ça veut dire ce truc fait qu'avec même un peu de sérendipité, là, de quelque chose un petit peu... Il y a l'idée d'aléatoire et ça résulte en. Avec cette idée un peu d'aléatoire. Et il y a tout un paradigme parce qu'un addon, c'est le fait que quelque chose se produit comme ça. Alors je peux dire ça adonne que je serai là ce soir. Et si on veut parler d'un truc qui s'est produit comme ça, puis ça tombe bien, on va dire que c'est un addon. Et c'est positif. Et j'ai même entendu, rarement, mais il y a, pour qualifier quelqu'un, on va dire que c'est un gars d'addon. C'est un gars qui est toujours là, comme ça, au bon moment, quand on a besoin de lui, etc. Et ce adonner, addon, c'est lié à ce sens qu'on a du français plus standard, donner que, avoir ce résultat. Et donc oui, c'est un cliché linguistique, clairement. Mais c'est un cliché linguistique parce que c'est sémantiquement compositionnel. Sinon, ce serait une locution. Ça va?
Donc, petite proposition de définition, vous l'avez sur vos notes. Un cliché linguistique, c'est un phrasème, donc qui est sémantiquement compositionnel, parce que tout de suite, ça le distingue des locutions. Et c'est important que ce soit sémantiquement. Ça fonctionne comme un énoncé autonome. C'est sélectionné en bloc par le locuteur pour répondre à un besoin de communication donné. Ça veut dire qu'il n'est pas assemblé par le locuteur, contrairement à une colocation. Donc la langue vous fournit contenu et énoncé simultanément. Donc après vous, go ahead, bonne journée, have a nice day, défense de fumée, no smoking. Tout ça, c'est des clichés linguistiques. Et on voit que formellement, et aussi au niveau du contenu, ils sont différents en français et en anglais. On ne dit pas la même chose. No smoking, ça ne veut pas dire la même chose que défense de fumée, littéralement. Donc, vous inférez qu'on vous l'interdit quand vous voyez no smoking. Mais ce n'est pas évident. Peut-être on ne vous l'interdit pas, on vous dit juste, là, vous êtes dans une usine où on fait, je ne sais pas, il y a plein de tuyaux de gaz partout. Et c'est pas qu'on vous défend, on vous dit juste, on ne fume pas ici. C'est pas la même chose de dire on ne fume pas ici et défense de fumée. Ou de dire pelouse interdite ou pelouse non autorisée, même, quand on est à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai proposé une définition un peu formelle que je vous ai donnée. Alors la notion de pragmatème, donc c'est important parce que, je suis presque sûr, c'est Melchuk qui a proposé la notion... Non, merci. Je peux aller le reposer là-bas si vous voulez pas. Non. Donc ça a été proposé il y a longtemps en lexicologie explicative et combinatoire. Ça a eu beaucoup de succès, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a pragmatique dedans, donc on aime bien ce qui est pragmatique. Et, sauf que ça a été repris un peu à toutes les sauces et avec des interprétations qui font que ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut appeler pragmatème, mais même dans le contexte de la théorie sans texte, la notion a évolué. On n'était pas nécessairement d'accord sur qu'est-ce qu'on peut appeler un pragmatème, et donc même dans les publications, on voit des changements différents, mais maintenant, c'est à peu près stabilisé. Donc, d'abord, c'est une classe d'entités lexicales au sens le plus vague, le plus large. Donc, si on veut, des choses qui sont lexicalisées, qui sont dans le lexique qu'on apprend. Okay, mais ce n'est pas nécessairement des unités lexicales. Et formellement, ça peut être très différent. Donc, ça peut être un cliché linguistique. Un pragmatème peut être un cliché linguistique, mais pas nécessairement. Donc, un truc comme vos papiers, c'est un pragmatème, parce que c'est un policier qui dit vos papiers dans une situation donnée, et c'est un cliché linguistique. C'est une façon, je peux me dire, je sais pas, j'ai besoin de la poêle à frire, je dis ta poêle à frire, pour demander à quelqu'un de me donner sa poêle à frire alors que je suis en train de cuisiner. Ça peut être une locution. Est-ce que vous connaissez chaud devant? Non. Donc, dans les cafés, si vous voulez être vraiment très pro en tant que garçon de café, vous passez avec un plateau, par exemple, et les gens s'écartent pour vous laisser passer. Vous êtes garçon de café ou serveur de restaurant. Vous parlez à des gens, ça peut être des clients, mais pas nécessairement, ça peut être d'autres personnes qui sont du personnel du restaurant. Et comme vous portez quelque chose, que vous l'amenez quelque part, vous demandez qu'on vous fasse de la place. Et vous dites chaud devant. Donc évidemment, ça ne veut pas dire chaud devant. Bon, on comprend la métaphore. C'est que vous êtes là, vous portez, vous avez vos bols de soupe à l'oignon brûlant, et vous dites c'est chaud devant, donc attention. Mais ça, c'est l'étymologie, etc. Mais on dit chaud devant, même si on porte juste un plateau avec des verres vides. On peut dire chaud devant. Donc c'est une locution, ce n'est pas un cliché linguistique. Mais c'est un causatif, c'est un énoncé, chaud devant. Et justement, il faut savoir, il faut que je vous explique, vous ne pourriez jamais deviner, en fait, chaud devant. Et ça va être un pragmatème parce que, évidemment, vous êtes chez vous, vous avez des invités. Vous amenez des trucs et tout, et puis vous portez un truc, les gens vous bouchent le passage, vous pouvez dire chaud devant. Mais en disant chaud devant, c'est comme si vous vous déguisiez en garçon de café. On fait comme si on était dans un restaurant ou un café, et moi, je suis le serveur. Donc, ça vient avec un contexte spécifié. Chaud devant, on le dit dans un restaurant ou un café. Point. Et si on le dit ailleurs, on s'amuse à faire comme si.
J'avais un autre très beau cliché linguistique, mais de Friends, mais vraiment, j'abuse, donc je ne vous le donne pas, mais c'est très marrant comme ça. Est-ce qu'il y a aussi des utilisations de choses dedans qui ne restent pas dans ce domaine-là? Par exemple, en anglais, on a l'expression incoming. Et Ouais, incoming, ça veut dire, ça peut ouais. être utilisé aussi. Attention, il y a un truc. Voilà, Ouais. quelque chose qui va Ouais. arriver vers nous. Et là, on peut bien sûr... N'importe quoi, en fait, où Ouais. on peut dire Alors, income. souvent, ça marche Non. pas comme ça. Parce que incoming, c'est pas un pragmatem. C'est un cliché linguistique, parce que c'est compositionnel, ça veut dire incoming, et ça vient avec une intonation et tout, donc c'est un cliché linguistique monolexical, mais pas un pragmatem. Chaud devant, c'est un pragmatem. C'est ça qui fait la différence. Et donc, on va regarder justement, parce que souvent, dans plein de textes, les gens diront incoming, c'est un pragmatem, par exemple. Non, c'est un cliché linguistique, mais ce n'est pas un pragmatem. Donc, ça peut être un lexème aussi, comme j'ai mentionné pour allo, mais parce que, en fait, c'est un lexème énoncé, donc qui vient avec une prosodie. Donc, allo, c'est un pragmatem, parce que c'est ce qu'on dit au téléphone, ok, en décrochant, pas à la fin, ok. Et donc, c'est très contraint au niveau du contexte pragmatique allo. Bon, il y a d'autres sens d'allo. En québécois, allo, ça veut dire bonjour ou au revoir. Comme en espagnol, vous savez, vous pouvez dire hola. Et vous pouvez dire hola en rencontrant quelqu'un ou hola en partant. Comme en italien, je ne savais pas, j'étais surpris. Ciao, on peut le dire en rencontrant quelqu'un. Paolo, ciao, Paolo. Ou on peut le dire en quittant la personne. Salut, salut, oui. Et hola, c'était rigolo. J'étais allé faire un cours une fois, une semaine, il y a très longtemps en Uruguay, et j'avais noté qu'il y avait un collègue, selon qu'il croisait un jeune homme ou un homme ou une fille, il avait différents hola. Et donc j'avais enregistré aussi, il y avait le hola ou hola. Et puis il avait au moins 3 ou 4 variantes, j'avais enregistré, mais je crois que je me suis fait voler mon ordinateur où j'avais ça. C'était à Singapour, en voyageant une fois où je l'ai perdu. Ah non, il était chez moi après à Montréal, mais il y a eu un cambriolage et j'ai perdu l'enregistrement. Mais j'étais triste parce que c'était joli. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pragmatem, ce n'est pas une classe formelle d'énoncé. Parce que formellement, ça et ça, c'est très différent. Donc, ce n'est pas formel. L'idée que c'est... Au niveau formel, la seule chose qui est sûre, c'est que c'est des énoncés. Mais ça peut être des locutions, ça peut être des clichés linguistiques, ça peut être des lexèmes énoncés. C'est autre chose, à part le fait d'être un énoncé, donc la seule constante formelle, qui fait que c'est un pragmatem. Donc, dans tous les cas, c'est un causatif, c'est un énoncé, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit associé à un contexte pragmatique spécifique. Alors, le tout, après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va considérer, et c'est là qu'il y a souvent des malentendus. Moi, je suis un peu strict sur le contexte pragmatique spécifique, mais souvent, les gens, ils ont vite fait de dire qu'il y a un contexte pragmatique très déterminé. Donc, qu'est-ce que ce sera qu'un contexte pragmatique spécifique? Est-ce qu'il y a des restrictions sur le locuteur? C'est un garçon de café qui dit ça, ou c'est un policier, ou c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a des restrictions sur le destinataire? C'est un truc qu'on dit à une toute jeune fille, par exemple une petite fille, même si la même chose, on pourrait le dire à n'importe quoi, ça se dit à ça. Est-ce qu'il y a ça présuppose un certain type de relation locuteur-destinataire? Ok, donc c'est uniquement quelqu'un qui est très haut dans la hiérarchie sociale qui le dit à quelqu'un qui est plus bas dans la hiérarchie sociale, ou des choses de ce genre-là. Des restrictions sur le canal. Donc le canal, ça se dit au téléphone, ou ça se dit sur une affiche uniquement. Et si vous le dites comme ça, c'est que vous parlez comme une affiche. Et donc il faut régler le curseur pour distinguer, est-ce qu'on a une contrainte forte sur ces choses-là? Et c'est là où je suis en désaccord avec la plupart des diagnostics, c'est que pour moi, comme c'est plutôt des clichés linguistiques, mais ça peut être des locutions, pour moi, si les contraintes sur tout ça sont directement calculables à partir du sens
de l'énoncé, donc sens littéral pour un cliché ou pour une locution, son sens aussi, alors ce ne sera pas un pragmatème. Donc, vous voyez, chaud devant, son sens, ça veut dire poussez-vous, donc je pourrais le dire à la maison. Mais, bon. Après vous, évidemment, on ne le dit que dans un contexte où on va passer quelque part et tout, et donc c'est un contexte où on a une raison de dire après vous. Donc le contexte qui est qu'on veut faire passer quelqu'un, bah, il est déductible entièrement du sens de après vous. Pourquoi on dirait après vous à quelqu'un si on veut pas, on n'est pas dans un contexte où on pourrait pas, quelqu'un va passer avant l'autre. Donc pour moi, après vous n'est pas du tout un pragmatème. Encore pire, un truc qu'on décrit partout comme un pragmatème, comme au feu. Bon, c'est un cliché linguistique, ça veut dire au feu, ce sens de ah, machin, ça veut dire attention, il se passe la chose, et au feu. Mais si on parle d'un feu, parce que c'est le sens de feu, incendie, si on crie attention, il y a un incendie, ben, évidemment qu'on va le faire dans le contexte où il y a un incendie. Pourquoi on dirait. Donc, il y a une restriction sur le contexte, mais parce qu'il y a une restriction, si je dis passe-moi le tournevis, il y a une restriction, il faut qu'on soit dans un contexte où on veut utiliser un tournevis. Donc si on crie au feu et qu'on me dit ah mais si on dit ça quand il y a un incendie, bah bien sûr, puisque c'est un cri d'avertissement pour le fait qu'il y a un incendie. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un pragmatème. Il n'y a pas de contrainte sur le contexte d'emploi qui ne serait pas liée à ce qu'on dit littéralement. Donc si par exemple au feu, on ne le disait que pour un incendie de forêt par exemple, et pas un incendie qui aurait lieu dans un bâtiment ou n'importe quoi, alors là je dirais ouais ok, c'est un pragmatème. Mais on le dit quand il y a un incendie, bah oui, pourquoi je dirais attention il y a un incendie ou attention il y a une voiture qui arrive, on le dit quand il y a une voiture qui arrive, personne ne va se poser la question. Il n'y a pas de contrainte pragmatique spéciale, c'est à cause du sens. Ben, au feu, c'est un cliché linguistique, c'est sûr. Mais on peut se poser des questions sur un homme à la mer, par exemple. Parce que moi, je ne suis pas trop sûr, dans les ports, par exemple, si quelqu'un tombe par-dessus la balustrade, il tombe... Est-ce qu'on peut dire quand même il y a un homme à la mer? Ou est-ce que ça doit se dire que quand on est sur un bateau, au milieu de la mer? Donc si ça se dit que comme ça, alors c'est un pragmatème. Sinon, bah, quelqu'un tombe dans la mer et c'est un homme, on dit un homme à la mer, c'est pas un pragmatème, c'est un cliché linguistique. C'est ce qu'on dit quand on veut prévenir qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans la mer. Donc ça, il faut vraiment regarder c'est quoi le sens littéral. Et justement, avec vos papiers, littéralement, on demande à quelqu'un ses papiers. Oui, mais c'est plutôt un policier qui fait ça dans un contrôle d'identité, pas quelqu'un qui nous les demande à la poste. Donc, ok, pragmatème. Pour santé ou à la tienne? Pour moi, c'est pas du tout un pragmatème. Je peux le faire dans un café, je peux le faire n'importe où. Alors, santé, de toute façon, c'est locutionnel, parce qu'on ne veut pas dire santé. Et même à la tienne. Donc, c'est des énoncés lexicalisés. Santé et pas... Ben, si on dit c'est à ta santé, pour moi, c'est locutionnel quand même, parce qu'on ne pense pas à la santé des gens. Mais dans le sens, il va falloir décrire que c'est ce qu'on dit quand on va boire quelque chose. Mais c'est dans la description du sens de à ta santé. Donc du coup, par contre, si à ta santé, on ne le dit que dans certains contextes, formels, par exemple, ça devient pragmatème. Donc par exemple, vous savez, en chinois mandarin, ganbei, qui veut dire en fait littéralement comme cul sec, je ne l'ai pas beaucoup entendu dire, là on est entre amis à la maison, on dit ganbei. Alors qu'en anglais on peut dire bottom up, dans n'importe quel contexte. Ganbei, j'ai vraiment l'impression que c'est un contexte un peu formel. Dîner de famille, ou il y a quelque chose comme ça. Donc là ça devient pragmatème. Monsieur, dans les emails, on
Ouais, alors ça, c'est des clichés linguistiques pragmatèmes. Parce que ça se dit oui, uniquement à la fin d'une lettre, bien cordialement, ou cordialement. Mais quand on parle à quelqu'un, on va le quitter, on ne dit pas cordialement. C'est un peu bizarre. Donc, on dit que ce qu'on fait là, c'est avec cordialité, mais c'est un pragmatème. Je vous ai mentionné la chanson de Leonard Cohen. Non? Il y a une des plus belles chansons de Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat. Donc, on voit qu'il est en train de parler, en fait, à un gars qui est, pour au moins un soir, qui était un ami de Leonard Cohen, qui est devenu l'amant de sa femme, etc. C'est une très belle chanson, très belle musique, très belle, comme il sait écrire des poèmes. Et à la toute fin de la chanson, il dit « Sincerely, Leonard Cohen ». Oh, Sincerely Cohen. Et donc, on sait que c'est une lettre qu'il est en train d'écrire. Parce qu'il finit par... Parce que quand on écoute la chanson, c'est comme... Il parle dans sa tête à la personne et tout, de Famous Blue Raincoat. And when she came home, she was nobody's wife, etc. C'est une super chanson, on l'écoute. Donc, il est comme... C'est un dialogue intérieur avec cet ami qui était connu pour avoir... Enfin, il portait toujours ce Famous Blue Raincoat, was torn to the shoulder. C'est génial, c'est un très beau poème. Et à la fin, justement, il dit « Sincerely ». Et donc, on sait qu'il est en train de terminer sa lettre. Et c'est justement comme ça qu'il fait passer ce message. Que ce que vous avez entendu là, c'est une lettre que j'étais en train d'écrire. C'est génial. C'est vraiment du grand art. Et si on ne fait pas attention, on n'entend pas qu'il dit ça à la toute fin. Mais c'est important pour lui qu'il le dise, parce que je vous dis que là, je suis en train d'écrire une lettre. Ça joue là-dessus, sur le fait que c'est un pragmatème. Et que donc, ça implique que le texte que vous avez entendu, c'est une lettre. Très beau. Cherchez Famous Blue Raincoat, avec une bonne interprétation par Leonard Cohen. Super poème. Est-ce que cela ne semble pas peut-être à la poésie compris, par exemple, des saints, il termine toujours en disant que, et voilà, ça a été dit par moi, tel et tel. Oui, c'est possible. Mais Ça m'en fait non, penser. mais là, C'est pas forcément le. non, mais ce n'est pas adressé forcément. Non, Si non. c'est adressé à Non. Nicole, d'accord. Non. Ah, mais il y a- Comme un Pour, projet. pour les énoncés narratifs, il y a souvent des phrases d'ouverture ou de fermeture. Donc si je vous raconte une histoire et je vous dis un jour un petit lapin a fait ça et tout, bon. Mais si je vous dis il était une fois un petit lapin, ça veut dire là je vous dis je suis en train de vous raconter quelque chose, prenez-le comme un conte. Et donc c'est un pragmatème. Il était une fois, c'est un pragmatème parce que c'est pas juste je commence une histoire, mais c'est un énoncé tout à fait préconstruit qu'on emploie pour signaler le début d'un conte. Donc la même histoire, si je commence avec ou sans, ce sera un conte et moi je suis un conteur ou ce ne sera pas un conte. C'est comme la fin, comme on a ainsi dit Zarathustra, comme ça. Ainsi dit tel ou tel saint. Oui. Cela montre. Oui, and they live happy forever after. Où, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Oh là là. Ce qui n'est pas nécessairement la même chose. Ils n'auraient jamais dû se marier et jamais dû avoir autant d'enfants. Alors, donc, quand tu as parlé de cette chanson-là, ça m'a fait penser à l'autre poème, le fameux poème de Paul Valéry, sur mes cahiers d'écolier. C'est un long poème, j'écris ton nom, et seulement à la fin, on comprend que c'est la liberté. Oui, j'écris ton nom, liberté. Ben, et on comprend parce qu'il le dit à la fin. J'écris ton nom, liberté. Donc c'est un peu faire monter la pression comme ça, puis à la fin, on dit... Oui, c'est une technique de rédaction de faire ça et de révéler quelque chose à la fin. Et là, c'est très subtil par Leonard Cohen parce qu'en fait, il révèle... Ce qu'il révèle, c'était que le médium d'expression, comment il communiquait. Il ne révèle pas... Il n'y a pas d'information additionnelle. Il dit juste... Ouais, je ne lui parlais pas dans ma tête, je lui écrivais une lettre. Alors du coup, ça prend un autre sens. Parce que écrire une lettre à quelqu'un, ce n'est pas la même chose qu'avoir une sorte de dialogue dans notre tête avec cette personne. Si on écrit la lettre, c'est que, en fait, on va lui dire
Tandis que là, on pense qu'il lui dit un peu abstraitement. Mais c'est cette obsession qu'on a sur nos cahiers d'écoliers, sur le pupitre, sur l'arbre, partout. Oui, ça crée on pense une... que ce ouais. serait, bon, il pense à quelqu'un, mais en fait, c'est la liberté. Oui. Mais la chanson de Barbara, par exemple, Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Oui. C'est adressé directement à la personne et à la fin, on voit comment ça évolue. Que c'est le public. Pardon? On voit que c'est le public. C'est le public auquel elle parle. Oui, mais je Ouais. veux dire, à la fin, c'est aussi le fait qu'elle annonce qu'elle est arrivée. Que ça y est, c'est la fin de son voyage parce qu'elle a trouvé. Oui, mais c'est parce qu'on on pense toujours à son dernier concert où elle a fini avec ça. Mais en fait, ce qu'il y a comme révélation dans la chanson, c'est qu'au début, on pense qu'elle parle de quelqu'un qu'elle a aimé. Et graduellement, on découvre en fait qu'elle est en train de parler à son public. Que véritablement, parmi tous ses amours ou tous les gens qu'elle a pu aimer, que finalement, sa vraie histoire d'amour, c'est le public. Donc c'est ça qui se révèle. Parce que ça a été composé pas à la toute fin, cette chanson-là. Ça va? Donc vous voyez, pour moi, c'est important pour l'évaluation de ce que c'est qu'un pragmatème. Un pragmatème, c'est un phrasème qui fonctionne comme un énoncé autonome, qui est sélectionné en bloc par le locuteur pour répondre à un besoin de communication, donc on y est, dont l'emploi par le locuteur est soumis à des contraintes pragmatiques spécifiques. Donc là, je n'ai pas parlé du fait est-ce que c'est compositionnel ou pas, en fait, on s'en fout. Le phrasème, ce n'est pas un sous-type de cliché linguistique. Il y a des clichés linguistiques phrasèmes, il y a des locutions énoncées phrasèmes. Pragmatème, pardon. Pragmatème. Donc c'est orthogonal le fait d'être un pragmatème ou pas. Et donc c'est soumis à des contraintes pragmatiques spécifiques, type de locuteur de destinataire, type de canal de communication, courrier, téléphone sur une affiche, situation de communication, et ça c'est super important pour moi, non directement conditionné par le sens même de l'énoncé. Parce que, évidemment, il y a des tas d'énoncés préfabriqués qu'on associe à des situations, mais c'est ce qu'ils veulent dire. Donc, c'en est au point où, donc, au feu, je vous ai dit que je le refusais, hein, mais même, je refuse feu pour l'ordre de tirer. Parce que feu, c'est quelqu'un qui donne l'ordre de tirer à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que ça présuppose? Que l'autre, il a une arme, mais sinon, on ne dirait pas à quelqu'un feu, parce que feu, c'est un sens de feu qui veut dire le feu des fusils, sous le feu de l'ennemi. Donc, on a un impératif feu. Donc, il faut que la personne à qui on parle ait une arme. Sinon, on ne lui dirait pas feu, comme on ne dirait pas marche s'il n'a pas de jambes. Donc, si on lui dit feu, évidemment, c'est qu'il a une arme et il peut tirer avec. C'est qu'on est dans une position où on peut lui donner un ordre. Donc, évidemment, je suis dans une position où je peux lui donner un ordre. Donc, il y a une forme de hiérarchie puisque je donne un ordre. Si on donne n'importe quel ordre, c'est qu'on est dans une situation où on peut donner un ordre. Partant de là, n'importe qui est dans une situation où il y a quelqu'un qui a une arme et il veut lui dire de tirer sur quelqu'un, un animal ou n'importe quoi, et il est en position de pouvoir lui donner des ordres, il pourra dire feu. Vous avez une bande de chasseurs qui est là, puis il y en a un qui est un peu le chef de la bande, il voit passer de magnifiques faisans qu'il faudrait contempler, et il va dire feu, si c'est lui qui donne les ordres aux autres. Donc il n'y a pas de contrainte pragmatique. Sinon, pourquoi on dirait feu à des gens s'ils n'ont pas d'armes? Le gars, il est là avec un bouquet de fleurs et on lui dit feu. Évidemment, c'est absurde. Mais il est là avec son gros fusil, et je peux donner des ordres, c'est moi qui donne des ordres. Donc si feu ne s'employait par exemple que pour un gradé qui parle à ses soldats, évidemment parce qu'il y a cette situation prototypique, ou un peloton d'exécution, que sais-je. Dans ce cas-là, ce serait un pragmatème, parce qu'il y a des contraintes additionnelles qui ne sont pas déductibles du sens. Mais feu, quand on regarde comment ça s'emploie, ça peut s'employer dans n'importe quel contexte où on peut donner des ordres et la personne a un fusil. Donc, pour moi, feu, ce n'est pas un pragmatème. Ça pourrait, si on dit que c'est uniquement ce qu'on dit à un peloton d'exécution, par exemple. Là, ce serait un pragmatème.
ou c'est uniquement un gradé qui le dit à sa troupe. Pragmatème. Mais si c'est juste quelqu'un qui le dit à quelqu'un qui a une arme à feu et à qui il ordonne de tirer, bah. Donc je ferai l'hypothèse que ce n'est pas un pragmatème. OK ? Donc ça va un peu à contresens de beaucoup de choses qu'on voit. Je suis peut-être un peu extrême dans ma conceptualisation de ce qu'est un pragmatème. Je ne pense pas que tout le monde partagerait nécessairement mon point de vue, mais moi, j'aurais tendance à chercher d'abord à démontrer que ce n'est pas un pragmatème, en fonction du sens. Puis si je vois que non, il y a des contraintes qui ne sont pas déductibles, alors j'accepte. Mais je trouve qu'il ne faut pas y aller trop vite, sinon on voit des pragmatèmes partout, comme des signes zéro, etc. Alors, donc des exemples insuffisants, par exemple, contrainte. Si c'est un registre de langue, par exemple, on a la lexie dodo, le fait de dormir. C'est du langage enfantin. Donc, si on dit à quelqu'un au dodo, évidemment que c'est quelqu'un qui parle à un enfant puisqu'il utilise du langage enfantin. Donc, ce n'est pas un pragmatème. Ça vient de l'unité lexicale dodo qui est du langage enfantin. Donc, cette contrainte apparemment pragmatique, elle vient de la combinatoire restreinte de dodo. Parce que la marque d'usage ici, qui est registre enfantin, c'est de la combinatoire restreinte. Cheval et dada, ça veut dire la même chose, c'est des synonymes. Le gros dada, le petit dada, ça veut dire cheval. Mais évidemment, si j'emploie dada au lieu de dire cheval, c'est plutôt si je parle à un enfant ou si je suis un enfant. Bon, moi, j'ai jamais dit dada à mon fils parce que je pense qu'il peut comprendre cheval, même si on peut comprendre dada. Je vois pas de raison de parler bébé à un enfant. Donc, j'aime pas trop le langage enfantin, sauf pour faire des jeux de mots, mais ça, c'est une histoire de philosophie de l'éducation. Mais c'est pas plus sympa de dire dodo ou dada. Mais donc, cet emploi-là, conditionné, ça relève pas du pragmatème. Au dodo n'est pas un pragmatème, c'est un cliché linguistique pour demander à quelqu'un de dormir. Et évidemment, on le dit à un enfant parce qu'on utilise dodo. Mais au lit maintenant, je peux le dire à n'importe qui, ma grand-mère, à un enfant, mais c'est parce que je dis au lit et je n'utilise pas du vocabulaire enfantin. Donc pas un pragmatème, si c'est des marques d'usage qui viennent du lexique. Et donc ça, c'est déjà expliqué, mon histoire de feu, c'est un sens de feu qui veut dire le fait pour une arme à feu de tirer. Et quand on ordonne à quelqu'un feu, donc j'ai testé, j'ai regardé, j'ai imaginé des situations. Le cas des chasseurs, par exemple, on dit feu. Okay. Alors peut-être il y a quand même des contraintes. Il faudrait voir, je ne sais pas. En tout cas, pas sur le locuteur et le destinataire. Peut-être il y a des choses additionnelles sur la situation, mais je ne saurais pas comment le spécifier. Des cambrioleurs, ils prennent un sac d'argent, ils sont là, ils vont monter dans le camion. Il faut que la personne soit le chef pour qu'il puisse donner un ordre aussi soudain et brutal. Il peut dire à ses collègues gangsters « Allez, feu, feu !» Il veut qu'ils tirent dessus. Donc il faut qu'il y ait une raison qu'on puisse ordonner de tirer dessus. Et si le contexte le permet, mais c'est à cause du message qu'on envoie. C'est pas évident de demander à quelqu'un de tirer sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Donc ça implique quand même des situations particulières. Alors, rapidement, on arrête à moins le quart, c'est ça ? Wow. En fait, j'aime mieux, je voulais vous montrer la modélisation. Parce qu'en fait, vous avez un exemple, je vous l'explique. C'est que, en fait, les pragmatèmes, c'est plutôt au niveau de l'application. Si vous voulez enseigner des clichés linguistiques, pragmatèmes ou clichés linguistiques, clichés linguistiques en général, pour que les gens l'apprennent bien. Ça ne s'enseigne pas comme une unité lexicale normale, définition combinatoire. Surtout si c'est des pragmatèmes, il y a beaucoup d'informations qu'il faut donner simultanément. Et donc on avait travaillé pour le russe avec
donc la collègue de l'INALCO avec qui je travaillais, des doctorants russes de l'époque, et je vous ai mis la référence d'un article, que moi j'aime bien, où on a fait une recherche en fait donc sur des clichés linguistiques, des causatifs, pas tous clichés linguistiques, il y a des locutions justement, d'interaction entre clients et personnel dans les restaurants et les cafés. Et c'était important parce que ma collègue, elle est un peu, elle n'est pas vieille, mais elle est un peu âgée, elle a quitté l'Union soviétique quand c'était encore l'Union soviétique, donc elle a vu la transition, mais donc nos doctorants étaient la jeune génération, donc qui avait grandi, enfin vraiment, qui avait surtout connu les années 90 et après. Donc le vocabulaire a beaucoup changé, les interactions sociales ont beaucoup changé. À partir des années 90, les gens allaient beaucoup au café et au resto, alors que ça se faisait très peu avant. Donc on avait un mixte, et avec les jeunes, les plus jeunes, on a récolté des clichés, des causatifs d'interaction, on a récolté 38 qui ont été décrits assez systématiquement. Et on s'est dit, maintenant, imaginons qu'on fait des fiches pédagogiques pour que des enseignants enseignent ces clichés. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient comme information ? Donc là, vous pourrez lire l'article, regarder dans l'article, mais je vais arrêter parce que s'il y a des questions. Mais donc là, par exemple, pour Vam Povtorit, je ne prononce pas bien, donc littéralement, c'est, vous voyez, c'est le W, le waiter, qui va dire au client quelque chose qui est littéralement, ça veut dire, donc c'est le verbe répéter, to repeat, et là, c'est vous au datif, donc to repeat to you. Okay. Et puis, on indique ici qu'il peut y avoir un objet direct, donc à l'accusatif. Éventuellement, on peut dire « to repeat the beer to you ». Et donc ça veut dire « another round » ou « another round of beer » or « of a drink ». Donc, vous voyez, c'est important. Bon, là, on prend d'avoir une représentation des objets lexicaux potentiellement impliqués, de la structure syntaxique. Dire que c'est un cliché linguistique parce que ça veut dire répéter pour vous, et c'est comme quand on dit un autre ou une autre en français. Et puis, donc ça fonctionne comme une phrase, parce que c'est gouverné syntaxiquement par un verbe. C'est un cliché linguistique, c'est un pragmatème aussi, parce que ça on ne le dira pas à la maison, à moins qu'on veuille le jouer au garçon de café. Et il faut donner évidemment la prosodie, donc c'est une phrase interrogative, c'est avec une prosodie interrogative. Et vous voyez, ce qu'on a fait, c'est que pour chacun, donc vous pouvez regarder dans l'article, on décrit par exemple le contexte. À cause des clichés linguistiques, c'est important, on ne décrit pas juste le sens, parce que le sens, c'est transparent. Mais surtout là, parce que c'est un pragmatème, il faut dire c'est dans quel contexte qu'on dit ça, et aussi avec quelle intention. Et avec beaucoup d'exemples. Donc, on peut faire ça pour n'importe quelle langue et pour n'importe quel cliché linguistique, et c'est comme des espèces de... C'est un peu plus qu'un article de dictionnaire normal. Il y a de l'information qu'on ne met pas dans un article de dictionnaire normal, mais qu'on pourrait mettre dans un article même de réseau lexical pour ce genre d'entité. Donc c'est un truc très intéressant, l'enseignement des clichés linguistiques, avec cette idée que, à mon avis, tout ce qu'on a mis, c'est des choses dont on a besoin pour bien les enseigner. Donc ça vaut le coup de les mettre noir sur blanc. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des questions, des choses dont vous voulez discuter? J'avais dit on aura 1 heure pour discuter. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'on a envie de se dire des choses? Ou est-ce qu'il y a... Oui, vous avez des remarques ou des trucs, vous direz la semaine prochaine, ah mince, j'aurais dû demander ça. Donc ça peut être lié directement au cliché linguistique ou à d'autres choses qu'on a vues, je ne sais pas. Non? Donc, sincerely, vous pouvez... Oui, mais c'était vraiment très révélateur et on a vraiment, on se sent très chanceux de pouvoir profiter de votre expérience. Oh, moi je ne demande pas des compliments, hein, des insultes seraient bienvenues. Non, ouais, bon, ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas,
J'espère que vous avez aimé, parce que moi j'ai beaucoup aimé, évidemment. À aucun moment je suis venu en cours en me disant « Ah, il faut faire cours ce matin ». Vraiment, pas une seule fois. Pourtant, souvent, j'étais fatigué, j'avais des tas de trucs en retard et tout. Mais non, c'est comme ça. En fait, je m'excuse parce que je me suis dit, il y a 12 séances, on va avoir quand même le temps d'avoir beaucoup d'échanges, mais je vous ai donné en même temps beaucoup de matériaux conceptuels et tout. Donc peut-être, moi je suis un peu frustré, j'aimerais mieux qu'on ait parlé plus, mais c'est de ma faute. Donc peut-être maintenant, ce qu'on pourrait avoir, c'est une semaine de travail, par exemple pour faire ensemble des fiches de clichés linguistiques, et c'est là que ça devient le fun. Mais c'est pour ça que je vous dis aussi, si vous avez des questions vis-à-vis de choses sur lesquelles vous travaillez ou vous voulez travailler, vous avez des remarques, ce serait bien. Mais c'était super. Donc vous allez me manquer, vous pouvez être sûr. Et ce sera un grand souvenir. Et il ne faut pas hésiter. Vous avez mon adresse électronique si vous avez besoin de choses ou des documents, des informations et tout. N'hésitez pas à me solliciter pour des trucs. Normalement, je réponds plutôt bien à mon courrier électronique, mais il y a souvent des phases où ça explose. Mais normalement, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait, chef ?